Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans le nouveau canapé RH du 26 mai. Ça faisait 15 jours qu'on ne s'était pas vu, je suis ravie de vous retrouver. J'espère vous voir nombreux encore aujourd'hui. Donc je vous laisse vous installer tranquillement. Je fais un petit rappel rapide comme à chaque session sur les bonnes pratiques pour que cet événement se passe au mieux. Donc, j'ai fermé vos micros pour commencer, pour éviter les bruits de fond, etc. Mais vous êtes libre de le réactiver à tout moment pour intervenir. J'espère que vous allez intervenir énormément aujourd'hui. C'est un sujet, je pense, qui va activer pas mal de conversations. Je recommande à ceux qui ont une connexion un peu limitée de fermer les applications actives sur votre ordinateur. Et bien sûr, écoute et courtoisie, ne pas couper la parole aux gens, etc. Ce sont des règles de base. Aujourd'hui, pour ce nouveau canapé RH, le sujet, donc, comment remotiver vos collaborateurs en temps de crise. Donc, je pense que c'est un sujet qui questionne un peu tout le monde aujourd'hui, sachant qu'il y en a qui sont encore à distance, il y en a qui sont sur le retour, mais qui ont passé peut-être 2 mois sans activité. Donc, comment les remotiver à atteindre leurs objectifs et être tout autant performants qu'avant. Voilà, tout un tas de sujets sur lesquels on va échanger aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir notre invitée Julie Artis, qui est une CHO très engagée, qui est aussi facilitatrice dans le bien-être et la performance au travail, que je vais laisser se présenter maintenant. Oui, merci beaucoup Jennifer et bonjour à toutes et tous. Du coup, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour passer cette petite heure à débattre d'un sujet ô combien important qui est le sujet de la motivation au travail. Alors, pour me présenter très brièvement, je suis facilitatrice en bien-être au travail et donc je fais des ateliers, des conférences auprès des entreprises pour les aider à cultiver une autre vision du travail parce que je suis intimement convaincue, on va dire, qu'on peut faire de notre lieu de travail un vrai environnement positif où on peut vraiment s'épanouir, prendre du plaisir à ce qu'on fait et in fine, du coup, être plus motivé et engagé. Et ma démarche, pour moi, elle est vraiment simple sur ce sujet du bien-être au travail. C'est que pour moi, il faut vraiment agir à 2 niveaux. Il y a déjà un premier niveau qui est individuel, où voilà, mon rôle, ça va être d'accompagner les personnes à une meilleure connaissance de soi et savoir quels sont les leviers de motivation intrinsèques pour prendre plus de plaisir à son travail. Et le second niveau, c'est celui, bien évidemment, du collectif, où là, l'objectif dans ma démarche de bien-être au travail, c'est vraiment de permettre aux entreprises de co-construire tous ensemble des environnements qui nous stimulent, qui nous motivent et qui nous permettent d'être performants tout en étant en bonne santé. Donc voilà, donc la question de la motivation qu'on va aborder aujourd'hui, elle est super importante. Et je suis, comme l'a dit Jennifer, particulièrement engagée aussi sur le métier de Chief Happiness Officer. Que j'ai moi exercé en entreprise pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui, je le fais en qualité d'indépendante, en CHO externalisé. Et le CHO, pour moi, voilà, c'est vraiment une personne qui est là pour impulser une dynamique sur le sujet de la qualité de vie au travail et surtout permettre à chacun d'en être acteur. Donc, je fais mon maximum, en tout cas, pour dépoussiérer le CHO de tous les clichés qu'on entend souvent dans les médias, parce que pour moi, ça va bien plus loin que des actions de convivialité qui sont, mine de rien, intéressantes. Hein, mais voilà, donc je suis une activiste, on va dire, du métier de Chief Happiness Officer et du bonheur au travail. Voilà pour la présentation. Alors peut-être que pour rentrer de suite dans le vif du sujet, Jennifer, on peut peut-être commencer par poser Oui, notre question d'introduction sur la motivation. allez, c'est parti. Alors Donc, on qu'est-ce qui aimerait vous vous motive demander, au quotidien dans votre travail?
Parce que la question de la motivation, comme la question du bien-être au travail de façon générale, hein, ce sont des perceptions qui sont différentes d'une personne à une autre. Et forcément, bah, moi, ce qui me motive, ça ne va pas forcément être le même levier de motivation pour vous. Donc, c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui, moi, en tant que personne, me motive dans mon travail, qu'est-ce qui me fait me sentir plus engagée. Et puis aussi, quand on accompagne les personnes, soit en tant que manager, dirigeant, RH, c'est aussi de se questionner sur de quoi mon équipe a besoin pour être motivée au quotidien. Et donc, individuellement, cette question est très importante. Oui, d'ailleurs, ça se voit aux réponses, elles sont très partagées. Donc, j'attends que tout le monde réponde. Je crois qu'il y en a encore qui répondent. Voilà. Donc, je vous partage les résultats. Donc, voilà, hein, c'est assez partagé. 88% le sens de mon travail. Ouais. On a 62% sur l'ambiance, 57% sur le développement de mes compétences, 48% sur la condition de travail, par exemple. Voilà, c'est assez partagé. Bon, il y avait plusieurs choix disponibles, donc. Oui, et sachant que c'est une liste non exhaustive et qu'il peut y avoir aussi bien d'autres choses qui vous motivent au quotidien. Mais c'est vrai que la question de sens au travail, c'est une question qui revient de plus en plus. Et surtout dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quelle est mon utilité dans ce que je fais, dans mon travail? Est-ce que j'ai ma place? Et est-ce que finalement, j'apporte aussi une contribution au monde qui est positive dans le rôle que j'ai? Et cette question de sens au travail, elle est hyper importante et elle peut représenter un levier de motivation qui est important pour les collaborateurs, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails de c'est quoi vraiment les bonnes pratiques pour être plus motivé au quotidien dans son travail et puis surtout remotiver les équipes dans ce retour au travail et dans ce déconfinement, je voulais aborder, alors il y a énormément d'études scientifiques sur la question de la motivation. Je voulais aborder avec vous une théorie, une approche qui me paraissait intéressante, c'est celle du psychologue Frédéric Herzberg qui a énormément écrit sur la question de la motivation au travail et qui dit que la motivation au travail, c'est la combinaison en fait de deux facteurs différents. Il y a d'abord les facteurs qui vont limiter l'insatisfaction des collaborateurs. Et il y a les facteurs qui vont augmenter la satisfaction des collaborateurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les premiers facteurs, donc ceux qui limitent l'insatisfaction, ce ne sont pas des facteurs qui vont être de nature à motiver un collaborateur. Et donc, dans ces facteurs-là, on retrouvera par exemple la question du salaire, des relations de travail, la hiérarchie, la sécurité, la politique de l'entreprise. Tous ces facteurs-là, ce sont des facteurs qui vont être importants pour apporter aux collaborateurs, on va dire, un cadre de travail dans lequel il peut exercer son travail dans de bonnes conditions. Donc, c'est un prérequis. En revanche, ça limite son satisfaction au travail, mais ça n'est pas ça qui va le motiver. Et donc, le second facteur dont parle Herzberg dans son étude, c'est qu'il y a ces seconds facteurs qui vont augmenter la satisfaction, qui sont, eux, de véritables leviers par rapport à la motivation. Et donc, ces facteurs-là, ils sont hyper importants à garder en tête parce que ils sont liés au travail en lui-même. Alors, ça va être quoi, par exemple? Ça va être tous les facteurs qui sont liés à la réalisation de soi, à la reconnaissance, à l'intérêt que l'on donne aussi à son poste, à l'autonomie que l'on a dans son travail, aux questions de responsabilité, les opportunités d'évolution professionnelle. Et donc, tous ces facteurs-là, ils vont augmenter la satisfaction qu'un collaborateur il a dans son travail et donc le faire se sentir plus motivé. Et en tout cas, Herzberg, dans cette approche-là, c'est intéressant parce qu'il dit que finalement, une entreprise, elle est susceptible de motiver ses salariés quand elle va pouvoir non seulement garantir un environnement de travail dans lequel on peut correctement faire son travail, mais qu'on peut aussi ensuite répondre à tous les besoins d'épanouissement personnel du collaborateur en jouant sur justement des leviers liés à la réalisation de soi, la reconnaissance, etc. Et donc, c'est sur ces leviers qu'il me paraît intéressant d'agir pour véritablement motiver et remotiver les collaborateurs dans ce contexte du retour au travail. Alors,
sur cette fameuse question de comment remotiver vos collaborateurs en temps de crise, il y a énormément de choses à dire et je pense que comme premier bon point de départ, de la même façon qu'on va initier une démarche de qualité de vie au travail, c'est de se demander où est-ce qu'on en est à l'instant T, de partir d'un diagnostic et de faire finalement un bilan et de se dire voilà tout ce que ensemble nous avons traversé durant cette crise, durant cette période de confinement et de déconfinement, et quels enseignements on pourrait en tirer. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ça parce que c'est d'ailleurs le sujet de la semaine de la qualité de vie au travail, vous savez, qui est organisée la semaine du 15 juin par l'ANACT. L'ANACT a décidé cette année de consacrer le thème de la semaine de la qualité de vie au travail aux enseignements de la crise. Et c'est un sujet éminemment important justement pour permettre à tous, aux collaborateurs, aux managers, aux RH, aux dirigeants, de reconstruire finalement le monde d'après, j'ai envie de dire l'entreprise d'après. Donc s'interroger sur quels sont les enseignements qu'on en tire, c'est hyper important. Et donc en faisant ce premier bilan, l'objectif c'est d'abord de repérer ceux qui ont plutôt, on va dire, bien vécu le confinement de façon assez positive et qui du coup vivent assez bien le retour au travail, et puis aussi repérer surtout ceux qui ont besoin d'une attention vraiment particulière, et donc ça va commencer par énormément d'écoute. Et donc le challenge dans cette première partie de bilan et de diagnostic, ça va être vraiment de repérer ceux qui ont perdu leur motivation. Alors il y a des petits signes avant-coureurs que vous pouvez percevoir, alors peut-être qu'à distance c'est un peu plus compliqué, mais parmi les signes, quand on décèle un début de motivation des collaborateurs, ça va être par exemple un manque de ponctualité quand il y a des réunions, des absences régulières à des points, ou s'apercevoir qu'il y a une chute de productivité, que les dossiers ne sont pas ficelés dans les temps impartis, etc. Ça, ce sont autant de signes qui peuvent alerter d'un début de manque de motivation des collaborateurs. Et donc, une fois qu'on a réussi à repérer à la fois les collaborateurs pour qui tout s'était bien passé, qui peuvent être moteurs d'une énergie dynamique, et qu'on a repéré aussi tous les collaborateurs qui avaient, eux, besoin d'une attention plus particulière parce ils chutaient en termes de motivation, d'engagement face à finalement tout ce contexte d'incertitude. Et bien là, le challenge, ça va vraiment d'arriver à repérer pour chacun quels sont les leviers de motivation. Et donc, c'est un petit peu la question qu'on vous a posée tout à l'heure avec Jennifer. Et là, l'idée, ça va être de trouver les leviers de motivation de chacune des personnes pour finalement pouvoir aller titiller les leviers d'engagement qui sont propres à chacun, et faire en sorte que dans tout ce que vous allez proposer à vos équipes, il y a des choses il y a tout un tas de panels en fait qui va parler à chacun sur cette question de motivation. Alors, je vous donne des exemples. Il y a des personnes, par exemple, qui vont être, alors on a parlé de la question du sens, il y a des personnes qui vont être qui vont avoir besoin de se raccrocher aux valeurs de l'entreprise, par exemple, pour se sentir motivés. Donc là, la question qui se pose quand vous arrivez à percevoir que la question des valeurs d'un collaborateur est très importante, c'est de lui proposer, par exemple, au quotidien, de voir comment on peut faire vivre ces valeurs. Vous pouvez avoir des collaborateurs qui ont besoin d'être motivés par l'intérêt qu'ils portent à son travail. Donc là, ça va être hyper important, par exemple, de lui montrer qu'il est utile, que son travail est important, de lui faire des feedbacks positifs, de lui donner des objectifs clairs. Tout ça, ce sont autant d'éléments qui vont permettre d'améliorer la motivation d'un collaborateur. Il y a évidemment le levier de la rémunération qui peut être important, mais qui n'est pas, à mon sens, principal. Il y a la question d'ambiance, etc. Donc voilà. Donc une fois ce bilan fait, une fois que vous avez arrivé à percevoir un petit peu quels sont les leviers de motivation de chacun, et l'idée, c'est de se dire comment on va pouvoir mettre en place ensuite des bonnes pratiques qui vont permettre de nourrir finalement cette motivation à plus long terme. Alors, avant d'aborder peut-être les différents leviers de motivation, est-ce qu'il y a des questions, Jennifer, à ce stade-là, ou peut-être Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant dans le chat. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir pour exposer une problématique qu'il rencontre aujourd'hui, une question qui se pose réellement aujourd'hui sur justement la motivation de ses collaborateurs? N'hésitez pas à intervenir en activant votre micro en bas à gauche de votre écran. Bonjour Pascal, agence de développement touristique de l'Ardèche, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui.
Donc, moi, ce n'est pas tant en rapport avec la motivation que la motivation à revenir au bureau. Où en fait, nous, on a toujours été en télétravail avec pas mal de travail, vu que les pros du tourisme se sont retrouvés en grande difficulté quand même. Et donc, effectivement, là, la rémunération n'est pas l'argument principal, vu qu'on a tous accepté de bonne grâce de ne pas avoir de revalorisation salariale cette année pour pouvoir faire des aides envers les pros, notamment au niveau des cotisations de certains outils. Et par contre, donc, depuis le déconfinement, on a proposé donc, le retour au bureau en respectant certaines procédures donc, sécuritaires et sanitaires. Et en fait, il y a beaucoup moins de personnes que ce qu'on s'attendait qui reviennent. Alors, sûrement pour des raisons différentes. Hein. Certains ont peur, certains ont des enfants qui ne souhaitent pas remettre à l'école tout de suite, etc. Certains trouvent le télétravail pas mal finalement. Donc voilà, c'est vrai qu'on pense qu'il y a certaines personnes qu'il va falloir un petit peu pousser ou motiver pour revenir au bureau en fait. Oui, donc votre question, c'est en fait comment convaincre et pousser les plus réticents à revenir au bureau. Oui. La question, elle est intéressante. Alors, c'est vrai que dans tout ce qu'on a vécu, il y a une vraie singularité dans les vécus, puisqu'on a tous vécu des choses différentes et des situations personnelles et professionnelles qui étaient très différentes. Et la difficulté dans ce retour au travail, je dirais qu'il va y avoir peut-être trois typologies de personnes. Il va peut-être y avoir d'abord les personnes qui ont peur et qui finalement ont trouvé une sorte de confort dans leur forme de télétravail durant ce confinement et qui se sont habitués et qui ont fait finalement de cette situation-là une vraie routine de vie et ça leur va. Du coup, ça va être compliqué effectivement de les refaire sortir de cette bulle. Il y a les autres personnes qui, elles, sont plutôt contentes de ce retour au travail parce qu'elles avaient besoin de nourrir ce lien social qui est un vrai facteur de motivation justement dans leur travail. Et puis, il y a peut-être ces personnes qui sont vraiment dans une bulle d'incertitude. Alors, je dirais que, encore une fois, la première chose à faire, c'est clairement de poser aux collaborateurs la question de quoi ils ont besoin concrètement pour faire en sorte que ce retour au travail se passe dans les meilleures conditions possibles. On peut alors soit profiter des outils de communication typiquement tels que Zoom pour proposer à tous de faire un échange comme ça visuel pour leur permettre d'amorcer ce retour au travail dans les meilleures conditions et surtout de les faire parler parce que je pense que dans tout ce qu'on a vécu dans cette situation de confinement, il y a un véritable besoin de libérer la parole et de permettre réellement aux gens d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ça, c'est fondamental. Et la qualité d'écoute, pour moi, elle va être essentielle. Et donc, de leur poser la question, de leur dire, voilà, véritablement, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez bien vécu et qu'est-ce que vous avez mal vécu et comment on peut co-construire ensemble un environnement de travail dans lequel vous vous sentirez bien pour retourner travailler. Mais leur poser la question, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et peut-être après, sur l'entreprise physique, peut-être essayer d'organiser des choses en cohésion avec peut-être des rituels d'équipe qui ne seront présents que dans les entreprises qui vont leur donner envie de revenir. Mais est-ce que à ce stade, Pascal, la question leur a été posée? Comment vous avez abordé la situation est-ce qu'il y a des personnes concrètement qui vous ont répondu qu'elles ne souhaitaient pas revenir en entreprise pour le moment? Alors, nous, depuis le début, on a beaucoup utilisé les outils numériques. Hein, donc, on a fait 2 réunions du personnel à 30 avec Zoom. On a fait des réunions cadres auxquelles je participe en tant qu'assistante de direction, donc via Teams, etc. Et donc, les réunions d'équipe ont eu lieu normalement, en fait, mais à distance, avec des outils de visio. Et donc, par contre, le lien social, il n'a pas été rompu, même s'il est resté virtuel, vu que finalement, on communique en permanence via Teams. Donc, et en réunion du personnel, tout le monde a pris la parole pour s'exprimer et dire comment il vivait cette période de confinement. Donc, chacun vraiment a pu s'exprimer à ce niveau-là et donc les personnes sont amenées à le faire de façon très ouverte en réunion d'équipe aussi.
Ok, donc Est-ce que parmi les participants, est-ce que il y en a qui ont réussi à convaincre de venir au bureau? Est-ce qu'ils ont trouvé quelques combines pour justement les convaincre de revenir au bureau? Et si oui, lesquelles? Parce que c'est peut-être le problème de tous aujourd'hui, mais Nous, pour est-ce le que... moment, on n'a pas essayé de convaincre, hein, vu qu'on est en période un petit peu encore incertaine, etc. Nous, on a laissé le choix Oui, avec certaines conditions, par exemple, pas plus de 14 personnes sur 30. On a poussé jusqu'à la fin de la semaine du 2 juin, donc jusqu'au 7 juin inclus, avec donc des règles sanitaires qu'on a mis en place, etc. Mais pour le moment, on n'a poussé personne, en fait, hein. On a laissé le choix sur la base du plein volontariat. et entier. Ouais, oui. Votre retour est intéressant. En tout cas, c'est vrai que en laissant le choix pour l'instant, et c'est vrai que si le télétravail est confortable d'un point de vue d'un collaborateur, on aurait tendance à se dire, bah, du coup, pourquoi retourner en entreprise? Après, la question à se poser, c'est quels sont les rituels qu'on faisait peut-être en entreprise avant, qu'on n'en fait plus en confinement, et du coup qui pourraient manquer aux collaborateurs et sur lesquels ils pourraient se raccrocher pour avoir de nouveau envie de revenir à leur travail. Je trouve que le ritualiser des choses en équipe, c'est hyper important parce que ça fédère, ça crée de la cohésion et peut-être se dire, bon bah voilà, à partir de ce jour-là, on marque le coup, on instaure un nouveau rythme de travail où on va finalement construire tous ensemble un nouvel environnement de travail dans lequel vous vous sentirez bien de la même façon et qui vous donnera envie de venir travailler et dans lequel vous vous sentirez aussi bien qu'en phase de télétravail. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver ces petits leviers qui vont pouvoir fédérer véritablement les équipes dans des choses qu'elles ne trouvaient pas en situation de télétravail. On a un commentaire de Cynthia sur le chat. Du coup, nous avons la même problématique. Nous n'avons pas posé la question de but en blanc, mais nous avons organisé la semaine prochaine des pots en groupe restreint pour amorcer le retour au travail, leur rappeler le chemin du bureau et essayer justement d'un ces rituels. Donc, c'est une très bonne idée. C'est exactement ça, en fait. Effectivement, avant ça, on allait parfois effectivement faire des petits pots after work, on organisait comme ça des petits moments conviviaux, ce qu'on n'a évidemment plus fait du tout, effectivement, vu le confinement. Et on s'est dit que c'était bien de réamorcer, parce qu'on a aussi laissé le choix et très très peu sont revenus en fait. Je pense qu'il y a peut-être 10% des gens qui sont revenus et encore pas tous les jours, une matinée par-ci, une après-midi par-là, etc. Donc ça n'a pas eu grand succès et du coup on s'est dit qu'effectivement en réorganisant ces moments conviviaux et en réinstaurant ces rituels-là, ça pouvait être un bon moyen d'amorcer la pompe. Effectivement, il y a peut-être aussi la notion d'obligation qui n'est pas encore obligatoire, justement, qui est recommandée par le gouvernement de rester en télétravail. Donc, ça doit y jouer énormément, je suppose aussi. Oui, puis sans parler de la question des enfants, c'est qu'on est tous à jongler avec le retour à l'école dans certains cas et pas forcément obligatoire. Il y a énormément de personnes qui ont préféré garder aussi leurs enfants à la maison par sécurité, par simplicité, etc. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas dans on est vraiment dans une. Enfin, voilà, il faut tenir compte qu'on est dans une phase de transition. On n'est pas dans un retour au travail total et ce serait véritablement une erreur de s'attendre à penser qu'on va reprendre le travail comme si de rien n'était et comme c'était avant en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut vraiment amorcer les choses en transition petit pas par petit pas et je trouve que c'est une bonne chose de ce que Cynthia vient de partager, c'est de se dire comment on peut peut-être par équipe petit à petit ramener les personnes dans le contexte physique du travail et puis peut-être leur proposer des ateliers, des activités ludiques où on les fait vraiment collaborer ensemble, on les fait co-construire l'entreprise. Enfin, moi, je trouve que dans ce contexte actuel qui est encore énormément source de stress et d'incertitude et qui peut être encore très angoissant pour beaucoup, il faut en tenir compte et il faut les impliquer encore plus dans les décisions et dans l'avenir de l'entreprise. Pour moi, c'est super important. Et donc, ça veut dire véritablement, si c'est possible, faire prendre part aux salariés, aux collaborateurs de toutes les décisions stratégiques futures de l'entreprise qui vont être prises, c'est hyper important. Et donc, voilà, de se dire peut-être
on fait des espèces de pilotage sur différents sujets où on propose à des salariés sur l'initiative, par exemple, d'être ambassadeur de tel ou tel sujet. Et on va proposer peut-être aux collaborateurs de se réunir par petits groupes pour préparer tel ou tel sujet et les creuser dans l'environnement physique de l'entreprise pour préparer justement ce monde du travail d'après. Mais en tout cas, ce serait une erreur de se dire, voilà, le déconfinement, il est terminé, on va reprendre exactement les choses comme c'était avant. Ça c'est pas possible et je pense qu'on irait tout droit dans le mur par rapport à ça. Et il faut pas... Je pense qu'il faut aussi se donner du temps et donner du temps aux collaborateurs en se disant que c'est normal s'ils ne reviennent pas tous, s'ils n'ont pas envie de revenir tout de suite là sur l'environnement physique de l'entreprise. En fait, c'est normal. Et chacun ira à son rythme. Et je pense qu'il faut respecter ça. Et justement, une entreprise qui est tournée vers l'humain et vers la santé de chacun de ses salariés, elle doit respecter ça parce que c'est une question d'équilibre, en fait. C'est super important. Donc, la question, en fait, c'est peut-être pas comment faire en sorte de trouver les bons leviers de motivation pour permettre à tout le monde de revenir au travail, mais c'est plutôt comment continuer à nourrir ce lien qu'on a réussi à tisser quand on était à distance. Et petit à petit, ben voilà, continuer à être à l'écoute, continuer à faire parler les gens et réussir à leur faire incarner une vraie stratégie d'entreprise, à les faire se sentir part de cette culture dans laquelle ils vont pouvoir participer à cette construction pour le futur. Alors, je suis perturbée en même temps par les questions, Jennifer. J'ai une remarque, comment intervenir? Je crois qu'il y a une personne. Eva veut intervenir. Alors, vous avez le micro en bas à gauche à activer et vous avez juste à intervenir directement. D'accord, très bien. Alors donc, moi, je voulais juste répondre à Pascal en lui indiquant que, donc moi, personnellement, là, je suis DRH, mais en recherche d'emploi. Donc, bon, la motivation, effectivement, elle varie d'un individu à un autre, elle est intrinsèque. Par contre, effectivement, cela dépend aussi de l'activité dans laquelle vous exercez. Donc, faire des pots, effectivement, c'était une première bonne idée. Effectivement, fêter, célébrer les retours, comme après un retour, je dirais, de longues vacances. Après, en fait, tout va dépendre de l'activité professionnelle. Si c'est indispensable que les salariés soient présents en entreprise, dans ces cas-là, par exemple, comme dans l'industrie, je ne sais pas, pharmaceutique ou dans l'industrie en général, la loi quand même oblige malheureusement et impose de revenir à son poste de travail. Quand c'est dans un système un petit peu plus flexible, dans le secteur des services, où là, on doit s'adapter à la clientèle, si la clientèle ou si les personnes, je n'ai pas bien compris au niveau de l'Ardèche ce que vous faisiez précisément. Cela dit, une première réunion, on va dire, de redémarrage, par exemple, le mardi 2 juin à 14h, c'est un exemple pas du tout précis, mais une réunion obligatoire, quitte à effectivement à ce que ce soit en petits groupes, par exemple 3 réunions, si vous êtes 30, 3 réunions de 10, voilà, tout simplement. Et en la rendant obligatoire pour inciter aussi les salariés à retrouver, je dirais, le chemin de l'école ou le chemin du travail et leur rappeler que voilà, il y a quand même des choses qui se sont peut-être passées par visio, mais que le lien, la consistance, la qualité aussi du travail passe aussi par effectivement de la matière et des échanges et peut-être du détail d'informations qu'on ne se dit pas forcément par visio, par souci de gagner du temps, par souci de pas vexer les sensibilités, etc. De ne pas perdre justement de relations complètes avec ses collaborateurs, mais que d'être en face à face, ça permet d'avoir une qualité d'échange qui est tout autre et qui permet parfois d'aller aussi au fond des sujets ou de traiter ce type de problématiques. Donc voilà, après, ceux qui ont des enfants et qui les amènent à l'école, dans certains cas, c'est obligatoire quand même de scolariser les enfants. Donc pour certains, on leur laisse le choix, tant mieux pour ces salariés-là, mais ce n'est pas dans tous les univers professionnels où on a le choix total de faire exactement ce qu'on veut. C'est même plutôt rare, donc tant mieux pour vous, Pascal, si vos salariés ont le choix, mais dans beaucoup d'univers comme l'aéronautique notamment, c'est quand même imposé le rythme de travail. C'est quand même pour vous répondre, oui, nous on est dans le service en fait. On est dans le service
Et en fait, c'est vrai qu'une agence de développement touristique ne travaille pas avec les visiteurs, mais avec les pros. Et donc, on s'occupe de développement, de structuration du territoire et des filières et de promotion en communication. Et c'est vrai qu'actuellement, on en a encore une demain matin. Via Zoom, on fait aussi des réunions de plan de relance. C'est plan d'action partagé au départ de la destination Ardèche, mais là, c'est plan de relance avec les pros aussi. Donc, et c'est vrai que quasiment tout peut être fait à distance. Et presque, c'est plus convivial à distance, vu que, étant donné les règles de distanciation, je veux dire, dans notre salle de convivialité, être à 3, c'est vrai que c'est pas très convivial. Et du coup, pour ceux qui sont présents au bureau, parce qu'on a des locaux qui sont très, très grands depuis qu'on a déménagé, et ben être 4-5 qui se courent après, c'est un peu glauque, quoi, du coup. Après, c'est vrai que, comme l'a souligné Eva, c'est vrai que selon les secteurs aussi, on n'a pas tous l'opportunité de maintenir le télétravail. Et je trouve qu'effectivement, de pouvoir continuer à le faire, c'est plutôt une chance, finalement, si on peut le faire dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses grandes entreprises qui ont décidé même de maintenir le télétravail jusqu'à septembre, voire début 2021. Donc c'est vrai que si on peut maintenir le télétravail dans de bonnes conditions, enfin à la rigueur, pourquoi pas. Donc la vraie question qu'on peut se poser, c'est inciter les collaborateurs à un retour au travail, ok, mais pourquoi faire et dans quel objectif si finalement on peut quand même maintenir un télétravail dans de bonnes conditions et que ça n'altère pas la qualité du travail, l'engagement et la performance. Puisque bon, voilà, il faut quand même garder en tête encore que on est dans un environnement qui est quand même encore plein d'incertitudes. Donc, mais c'est vrai que voilà, il y a les crescendo, pour moi, ça me paraît important. Et encore une fois, j'y reviens là sur cette fameuse semaine de la qualité de vie au travail qui est organisée par l'ANACT la semaine du 15 juin. Donc, c'est à l'initiative de chaque entreprise de décider on va dire, célébrer cette semaine de la qualité de vie au travail ou pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que cette année, elle a particulièrement d'importance parce que justement, ça peut-être être le moment de se dire, bah voilà, on prend un petit peu cette semaine de la qualité de vie au travail comme excuse pour refédérer les collaborateurs autour de ce sujet-là et de tous les faire revenir à ce moment-là pour travailler sur cette question de la qualité de vie au travail, réfléchir ensemble sur les enseignements qu'on a tirés de toute cette crise et puis, encore une fois, co-construire ensuite. Donc, voilà, je pense, moi, je vous invite à vous servir typiquement de ce moment-là pour imaginer ce que vous pourriez proposer comme atelier, comme activité à vos collaborateurs pour les sensibiliser sur la question de qualité de vie de façon générale, parce que la crise, elle a quand même fait émerger une chose qui est fondamentale, c'est que la santé des personnes, c'est quand même l'essentiel. Et je trouve que ce serait dommage de faire comme si rien ne s'était passé et au contraire ne pas tirer les bonnes conclusions et les bons apprentissages pour justement veiller à faire en sorte que la santé des collaborateurs, elle reste au cœur des préoccupations de l'entreprise même après la crise. Donc voilà, donc sur ce retour au travail, moi je vous invite à, voilà, il y a les crescendo et proposer aussi aux collaborateurs peut-être des initiatives parce que peut-être que si vous n'arrivez pas à engager vos collaborateurs sur un retour au travail comme vous l'espéreriez, peut-être que certains salariés pourraient un peu être l'ambassadeur de votre culture d'entreprise et à eux pouvoir du coup rallier les salariés au retour au travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être du coup réussi à trouver des leviers pour faire revenir les personnes Bonjour. 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 Je suis Marion. Moi, du coup, je suis assistante ressources humaines dans une mission locale. Chez nous, du coup, on a mis en avant le côté très humain. Malgré tout, ça ne marche pas. Aujourd'hui, du coup, il y a une remarque qui dit qu'il faut trouver une solution pour nos salariés, pour la garde d'enfants. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de ne pas le faire parce que financièrement, on n'en a pas le temps et on n'en a pas les moyens. Le salarié sont là pour des jeunes. Donc, ça veut dire que s'ils le trouvent pour d'autres, ils doivent pouvoir être capables de trouver une solution pour eux-mêmes.
Aujourd'hui, on va être obligé de leur demander de revenir parce que nous, on est en difficulté, on n'a pas assez de monde. On est ouvert aujourd'hui pour les volontaires, mais progressif, avec une sécurité qui est bien au-delà de ce que demande l'État. Mais on se retrouve dans une situation où, effectivement, comme Pascal, les gens ne veulent pas revenir, que ce soit pour des problèmes de garde d'enfants, que ce soit… au final, on a tellement été dans l'humain, on ne leur demande même pas de revenir à 100%, mais à faire moitié télétravail, moitié présence physique. Mais on ne peut pas rouvrir toutes nos antennes à l'heure d'aujourd'hui parce que les gens n'arrivent pas à s'organiser et ils essayent de ne pas trouver de solution. Donc, nous-mêmes dans l'humain, on est en difficulté aussi de ce côté, ouais. C'est intéressant là ce que vous dites, Marion, parce que je trouve que ça soulève un point qui est le fait que c'est pas parce qu'on est attentif au bien-être de nos salariés que du coup ça veut dire déjà absence de cadre et qu'on peut faire tout et n'importe quoi, et puis surtout dire oui à toutes les demandes. Et ça c'est super important. Après, là-dessus, pour moi, il y a un point qui est clé. C'est la communication et peut-être, enfin, je ne sais pas de quelle façon vous avez communiqué, mais est-ce qu'il y a eu une réelle transparence dans les échanges entre la réalité de ce que vivait aujourd'hui l'entreprise et les besoins? Est-ce que vous attendiez véritablement des salariés? Est-ce que, par exemple, la situation difficile dans laquelle vous êtes aujourd'hui sur le fait que vous n'avez pas assez de collaborateurs, est-ce que ça a été suffisamment communiqué aux collaborateurs pour qu'eux-mêmes en prennent conscience et se responsabilisent face à ça? Parce qu'il y a cette question de responsabilité aussi qui est hyper importante. Et je pense qu'à un moment donné, sans partir vraiment dans de l'autoritarisme total, c'est de se dire, bon ben voilà, enfin, nous, on a été là pour vous, on a essayé de vous permettre peut-être de faire votre travail dans les meilleures conditions pendant le confinement, et aujourd'hui, on vous apporte des vraies conditions de sécurité sanitaire sur votre lieu de travail. On a aussi besoin de vous et on aimerait que vous preniez peut-être aussi vos responsabilités pour nous permettre de garder la tête hors de l'eau sur l'activité qui est en train de concrètement se casser la gueule en fait. Donc je ne sais pas dans quelle mesure vous avez communiqué sur les réelles difficultés de l'entreprise, mais… Oui, effectivement, je pense qu'on va essayer de communiquer là-dessus. Vous parliez de tout à l'heure des objectifs, de communiquer aussi sur les objectifs de reprise. Voilà, je pense qu'il va falloir qu'on essaye voilà, de recommuniquer, de refaire. Effectivement, ça a été une demande. En plus, on adapte les horaires. On est assez vraiment dans l'humain et dans la participation. Tous les salariés s'expriment avec leur cadre pour justement adapter. Mais donc, ouais, on va essayer de recommuniquer là-dessus pour faire prendre conscience. On n'aimerait pas être obligé les salariés, mais à un moment, on n'aura plus le choix, quoi, malheureusement. Ouais, c'est ça, on est dans un équilibre en fait. Oui, il ne faut pas qu'on bascule un peu dans finalement l'enfant gâté à qui on va dire oui tout le temps. Et je pense que sur le sujet de la qualité de vie au travail de façon générale, de toute façon, il y a vraiment cette question de responsabilité qui est hyper importante et c'est une responsabilité qui incombe à tous. Et sur cette question de retour au travail, de reprise de l'activité de l'entreprise, c'est une question de responsabilité pour chacun aussi. Et je pense que c'est hyper important de faire prendre aux collaborateurs conscience que, voilà, il y a eu des mesures qui ont été prises pour leur santé, pour leur sécurité, mais que aujourd'hui, on attend aussi, on a besoin d'eux parce que ce sont eux l'entreprise. Et la notion d'objectif, je pense qu'elle est super importante. La communication et donner de la clarté sur les objectifs, vraiment parler en termes de vision vers où on veut aller et pourquoi on veut le faire. Je pense qu'il y a c'est pour ça, travailler autour de la culture de l'entreprise et le réalignement autour de cette vision de l'entreprise, pour moi, elle est hyper importante pour ce retour au travail. Donc, de vraiment ne pas hésiter à parler de ce qui se passe réellement en étant le plus transparent possible sur les réelles difficultés et de leur dire concrètement, nous, on a besoin de vous aujourd'hui. C'est important. Ouais. Je vois dans le chat que Serge Durin a voulu partager quelque chose. Est-ce qu'il pourrait nous le partager en direct? Je vois qu'il est toujours connecté. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je travaille aussi en QVT et je m'aperçois aussi que dans les entreprises, il y a beaucoup de process, enfin en anglais, processus qui ont été mis en place. Et
Je pense qu'il faut reparier sur un peu l'excellence, remettre un peu de la confiance, retrouver du courage, remotiver un peu les troupes, mais en arrêtant un peu les process qui sont parfois plus inhibiteurs que constructifs. Merci. Ouais. Et la confiance, ouais, elle est super importante. Et puis rassurer. Enfin, moi, je pense que une des principales raisons qui est difficile sur ce retour au travail, c'est que les personnes ont besoin d'être rassurées, en fait. Oui. Et voilà, tout comme la motivation, on n'a pas les mêmes degrés de besoin d'être rassuré. Donc, il faut aussi tenir compte de ça dans vos communications. Monsieur Duchassin, peut-être que vous vouliez… Oui, j'allais abonder dans votre sens. Je pense qu'il y a plusieurs axes à travailler et peut-être aussi redonner la place aux managers de proximité, etc. Donc, je pense que dans un premier temps, effectivement, il faut recommuniquer, comme vous le disiez, Julie. Moi, je suis consultant indépendant. Hein. J'ai travaillé dans des grands groupes de conseil et maintenant, je travaille pour mon compte. Je crois qu'il faut que l'entreprise redonne, là pour le coup, du sens en présentant des objectifs clairs, qu'est-ce qu'on veut atteindre, etc. ensemble. Et peut-être faudrait-il travailler sur effectivement qu'est-ce qui va assurer, moi, salarié, ma sécurité dans mon travail, comment je vais pouvoir aller sans stress au travail, parce que je pense que la question du stress lié à cette pandémie est vraiment très prégnante. Donc, il faut travailler, à mon avis, sur le stress et puis, comme vous le disiez, Julie, responsabiliser les collaborateurs, peut-être en les impliquant davantage dans les processus de décision. Et je crois beaucoup peut-être à la mise en place de groupes de co-développement, des ateliers de co-développement, etc., qui pourraient travailler sur des thèmes particuliers qui sont peut-être comment travailler en toute sécurité dans l'entreprise, revoir les procédures sanitaires, peut-être les approfondir pour rassurer les gens qui vont travailler, et puis les impliquer peut-être pour recréer de la motivation sur les problématiques qui les concernent. Les commerciaux, sur la politique commerciale, les efforts qu'il faudra faire pour rattraper 2 mois de chiffre d'affaires perdu, par exemple. Quel degré d'effort devra-t-on faire pour rétablir l'entreprise, et ainsi de suite, donc par catégorie de métier, faire travailler les gens, les impliquer dans les processus de décision à la fois opérationnels, stratégiques peut-être un peu moins parce que c'est encore l'apanage de la direction, mais avoir un système de management qui soit plutôt bottom-up que top-down, quoi. Donc, en appliquant vraiment les salariés dans les processus de décision, ce qui fera qu'on va créer de la motivation de cette manière-là. Mais je pense que la gestion du stress et comment je vais pouvoir, moi, être sûr que l'entreprise fait le nécessaire pour assurer ma sécurité, je pense que c'est 2 thèmes qui devront être travaillés. Peut-être aussi sur l'incertitude de l'avenir, parce que les managers risquent d'être confrontés à des situations compliquées dans la mesure où faire des prévisions d'activité compte tenu éventuellement d'un rebond qui semble peut-être de plus en plus improbable, mais sait-on jamais, de la pandémie, comment je gère tout ça, quoi, hein. Donc, il peut y avoir aussi là une réflexion peut-être menée avec des méthodes de coproduction, comme vous le disiez, Julie, ou de co-management, enfin de co-développement, qui permettraient aux managers de pouvoir peut-être envisager l'avenir avec moins d'incertitude. Donc, Absolument. Et je vous remercie de revenir aussi, de parler du manager, parce qu'effectivement, on ne l'a pas abordé, mais il a un rôle clé. Et moi, ça me fait beaucoup penser à un échange que j'ai eu récemment avec un psychologue du travail qui définissait un bon manager dans cette période-là comme il appelait ça le sense maker, donc le faiseur de sens. Oui. Et c'est vrai que
pour un manager, avoir cette posture-là de je donne le sens à mon équipe, je suis la boussole pour porter les équipes vers l'après, vers l'avant, vers le positif, c'est essentiel. Et donc, c'est vrai que la question de quel est le rôle aujourd'hui du manager et comment il peut vous aider à recréer cette dynamique de retour au travail, elle est super importante. Ouais. Oui. Et là, on est encore autour de la question de sens, je pense, et vraiment communiquer sur la vision de l'entreprise, c'est super important. Et puis d'être dans cette co-construction, comme vous l'avez dit, Gérard, de vraiment impliquer les personnes dans les futures décisions, de co-construire tous ensemble, d'être dans des pratiques d'intelligence collective. Pour moi, ce sont des choses qui sont super importantes. Ouais. Il y a une remarque de Sabrina dans le chat, effectivement, quand on évoque la responsabilité des salariés, elle met le point sur justement les familles monoparentales qui sont souvent isolées, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement peut-être qu'ils entendent ce genre de discours, parce que c'est vrai que pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas. Est-ce que du coup, on recommanderait plutôt des échanges individuels pour éviter de faire du cas par cas ou comment? Oui, c'est ce que j'allais te répondre. Effectivement, il n'y a pas de recette magique par rapport à ça. Et comme on a tous des façons différentes de vivre tout ce qui est en train de se passer, en fait, si on n'est pas à l'écoute de chacun des besoins et des problématiques individuelles, ça peut coincer à certains moments. Donc, oui, typiquement, une personne qui a des enfants à charge et qui est seule à élever ses enfants, c'est très problématique. Et oui, effectivement, je pense qu'il vaut mieux aussi être à l'écoute de ces salariés-là. Alors après, ça se fait se poser la question de l'équité dans les conditions de travail, mais c'est vrai que je ne sais pas parmi les personnes qui sont là si elles ont déjà eu à gérer ce type de problématique, justement de personnes qui sont en situation monoparentale et qui ont dû gérer ce type de problématique. Mais oui, à part faire du cas par cas, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Je suis en train de regarder en même temps. Est-ce que quelqu'un voudrait partager une problématique sur ce qu'il rencontre comme problème au niveau des motivations des salariés? Peut-être qu'il y en a qui rencontrent des salariés qui ne travaillent plus vraiment, qui sont plus performants. Est-ce que... Ou je sais pas, j'essaye d'imaginer d'autres cas. N'hésitez pas à le partager, vous êtes là pour ça. Pour intervenir, activez votre micro en bas à gauche. Eva, je vois que vous voulez intervenir. Oui. Alors moi, je voulais intervenir parce que je trouve ces remarques qui sont quand même très, très intéressantes, mais de ma fenêtre de demandeur d'emploi, je trouve que c'est quand même toujours très surprenant d'entendre des gens qui ont un travail, alors en dehors de ceux qui ne peuvent pas retourner au travail ou pour qui c'est planifié de faire du télétravail. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas de souci. Mais pour tous ceux qui cherchent du travail, je peux vous assurer que si on nous propose, si on est recruté à un poste, la question d'y aller va même pas se poser. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, parce qu'en RH, c'est un petit peu la problématique qu'on a aussi à surmonter, c'est de se dire, la question quand même, c'est va être la pérennité de nos entreprises et est-ce que moi, si je veux retrouver un futur travail, je vais devoir uniquement faire des plans sociaux ou est-ce que je vais pouvoir avoir le choix aussi d'avoir d'autres activités RH et de mener d'autres activités. Donc, il se passe quand même une question qui est comment on tient compte des clients, comment aussi on préserve la pérennité de notre entreprise, parce que j'ai lu dans la presse, pas plus tard qu'hier, qu'un tiers des sociétés, 30% dans ma région, je suis dans les Pyrénées-Atlantiques, et qu'un tiers des sociétés sont impactées et certaines vont devoir mettre la clé sous la porte. Donc, je comprends qu'il y en a qui se posent la question comment je fais pour motiver les gens à revenir, mais je dirais que quelque part, ça c'est un peu le choix du roi
Parce que déjà, quand on a un travail et un salaire associé, ben déjà, on est très chanceux quand même de pouvoir continuer à vivre, même chez soi, mais de payer son électricité, son chauffage, enfin bon, même si on arrive en été, mais sa nourriture, son coiffeur, etc. Donc, quand même, c'est un point important. Et parce qu'après, je vous dis, enfin voilà, ce qui va rester comme problématique RH à traiter vraiment, ça va être comment on fait pour gérer des plans sociaux et ce qui, moi, m'enchanterait pas vraiment et je préférerais que tout le monde ait à cœur de revenir au travail pour apporter des fruits et contribuer au développement de son entreprise, quelle que soit la forme, par des pots, par des réunions de travail collectif, comme les gens veulent, mais effectivement, je serais moi motivée pour que les gens nous permettent, à ceux qui cherchent du travail ou à ceux qui vont devoir faire des activités moins réjouissantes comme des plans sociaux, de pouvoir faire peut-être autre chose, recruter, embaucher, former, etc., comme on le faisait avant le confinement, c'est-à-dire il y a juste 2 mois, quoi. Voilà. Merci. Il y avait une question de Caroline. Excusez-moi, je vais un peu vite, c'est qu'on arrive à la fin du canapé RH. Donc, il y a une question de Caroline. Si un collaborateur revient en entreprise après une longue absence, on souhaite le voir pour savoir comment il se sent et dans quel état d'esprit il se trouve. Est-ce au service RH de mener l'entretien ou à son manager directement? Alors, tout dépend de si vous avez un chief happiness officer ou pas en entreprise. Tout aussi. Non, mais trêve de plaisanterie. J'ai envie de dire, si le manager direct a su cultiver une certaine relation de confiance avec son collaborateur, pour moi, ça, évidemment que c'est au RH de recréer ce lien physique avec son collaborateur. Tout dépend de la question de la relation, en fait. Et je pense que dans ce contexte-là de longue absence, on a besoin de relations humaines qui sont sincères et authentiques. Et donc, dans la mesure du possible, il vaut mieux que le collaborateur en question, effectivement, fasse son entretien avec la personne qui potentiellement pourrait être la plus authentique et sincère possible. Ouais, mais y a pas, pour moi, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de règle particulière là-dessus. Je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Il nous reste encore quelques petites minutes. Tant qu'on y est, profitez-en. Mais pour rebondir rapidement là, en attendant qu'il y ait des questions sur ce que disait Eva, du coup, c'est vrai que le retour au travail quand on est en contexte, quand on est sans emploi et qu'on recherche un travail, c'est encore une autre question, c'est vrai que c'est compliqué. Mais encore une fois, demandez-vous à quel point la situation est compliquée dans votre entreprise et si finalement le retour au travail, il est pour tous, il est déterminant par rapport au maintien de votre activité pour les mois à venir. À un moment donné, je pense qu'il faut aussi imposer les choses et pas être non plus trop gentil et trop... Donc, il faut trouver l'équilibre, en fait. Mais voilà, ne mettez pas vos entreprises en péril juste parce que finalement, les collaborateurs font leur travail depuis chez eux dans de bonnes conditions et ne souhaitent pas y revenir. Enfin, voilà, il faut trouver le bon équilibre et puis surtout, voilà, vraiment exprimer réellement vos vraies problématiques et leur montrer qu'on a besoin d'eux et les responsabiliser face à ça. Ouais. Oui, mais parce que c'est vrai que nous concernant, ce n'est pas une question de retour au travail parce qu'on a toujours travaillé en fait, mais en télétravail. Et c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on a même plus travaillé en télétravail qu'en présentiel au bureau. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a un changement profond de façon de travailler qui va peut-être se pérenniser quand même, où ça change la donne. On a constaté que les outils numériques fonctionnaient très, très bien. Donc, peut-être que le télétravail va être amené à prendre une plus grande part aussi, dans un souci écologique, d'équilibre aussi, etc. Et c'est vrai que je pense qu'il y a de nouveaux équilibres à trouver. Mais pour autant, on ne peut pas ne plus revenir au bureau du tout.
C'est pour ça que l'importance des rituels d'entreprise est d'arriver à fédérer des moments qui sont liés à cette culture d'entreprise, aux valeurs, incarner les valeurs, de rattacher sur une vision commune. Pour moi, c'est d'arriver vraiment à créer ces rituels-là qui vont permettre aux personnes quand même d'avoir des occasions de revenir dans le contexte physique. C'est super important, hein. Ritualiser les moments de façon générale et puis, je ne sais pas, utiliser des occasions pour célébrer, par exemple, des réussites, des petites victoires et le faire du coup de nouveau sur le contexte physique de l'entreprise. Ce sont autant d'occasions qui permettent du coup donner envie de revenir dans l'organisation. Je voulais juste témoigner par rapport justement au fait de célébrer le retour des collaborateurs. J'ai été salariée pendant plus de 20 ans, donc j'ai connu l'envers du décor. Aujourd'hui, je me suis mise à mon compte pour justement aider, je dirais, les salariés à travers la conciergerie d'entreprise. Et je voulais juste témoigner par rapport à des entreprises qui sont clientes. Et parce que cette période, elle est difficile, je dirais, pour chacun, parce que très anxiogène, selon, je dirais, le vécu et les problématiques. Il faut savoir que les collaborateurs reviennent petit à petit, c'est pas 100%, c'est selon aussi les besoins de l'entreprise, c'est normal. Pour que les salariés reviennent, il faut aussi qu'ils comprennent que ça ait du sens, ce besoin de leur retour. Et après, je crois qu'il est très important, comme vous disiez, de célébrer en fait ce retour. Alors, voilà, ça peut être par des toutes petites attentions, parce que voilà, je participe à mon maigre niveau, par voilà, apporter des paniers cadeaux aux salariés qui sont présents, être pour des entreprises qui n'ont pas d'espace de restauration, pouvoir apporter des paniers repas pour éviter de participer à différents contacts avec d'autres personnes, limiter, je dirais, avoir toujours ces gestes barrières. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses aussi. Et puis après, je dirais, dans un futur proche, on espère organiser de nouveau des événements pour rassembler et avoir cet esprit collectif. Voilà. Ouais. Merci. C'est... voilà, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle et chaque pratique dépend véritablement de là où vous en êtes aujourd'hui et de quelles sont les conditions que vous vivez aujourd'hui. Est-ce que le télétravail peut se maintenir dans de bonnes conditions sans affecter votre entreprise ou pas? Enfin voilà, c'est autant de questions à se poser. Je ne sais pas si tu veux clôturer, Jennifer, ou si tu veux prendre une dernière question. Oui, bon, on va clôturer, il reste que 3 minutes. Effectivement, moi je pense que ce qu'on retiendra, c'est trouver un équilibre, un peu de sens et voilà, en gros, qu'est-ce que je me suis notée, être à l'écoute et justement pour essayer de créer des rituels pour avoir un retour un peu plus progressif et que les gens commencent à se convaincre qu'ils trouveraient un sens à revenir sur les lieux du bureau. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Merci beaucoup, Julie, d'avoir amené vos éclairages. Comme d'habitude, je vous promets que je vous enverrai le compte rendu et le lien du replay pour ceux qui n'ont peut-être pas tout suivi. Chez Eurecia, on a un petit événement jeudi 4, un petit webinaire sur les risques psychosociaux justement avec Gurvan Collin qui était notre intervenant pour le 2e canapé RH, il me semble, qui parlera avec nous de ces sujets-là. Je vais lancer un petit sondage pour savoir si vous avez apprécié ce canapé RH, bien évidemment. Donc, merci d'y répondre. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez des remarques ou des idées pour les prochains sujets. Je laisse peut-être Julie faire une dernière conclusion. En tout cas, je vous dis merci à tous et je vous souhaite très bon courage pour la suite. Oui, je vais vraiment garder en tête d'abord pour moi de donner du sens. Ça veut dire vraiment partager la vision de votre entreprise, vers où on veut aller et pourquoi on attend des choses des collaborateurs. Ça me paraît essentiel. Donner du soutien. N'oubliez pas de solliciter véritablement l'intelligence collective et toujours communiquer sur ce que vous faites, valoriser les collaborateurs, donner la possibilité aux managers de porter aussi cette culture d'entreprise et l'envie de continuer à travailler.
Tout ça, ce sont des choses qui me paraissent essentielles de garder en tête. Et je terminerai du coup sur une citation de Steve Jobs que j'ai lue très récemment et que du coup je voulais partager avec vous. Et il dit les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme, c'est le travail de toute une équipe. Donc voilà, ce sera mon mot de la fin. Super, merci beaucoup Merci. Julie. Merci à tous. Je lance le sondage, n'hésitez pas à répondre, donnez votre avis sur cette dernière session du canapé. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un nouveau canapé RH. Je ne vous en dis pas plus encore sur le sujet parce que c'est encore un petit peu incertain. Mais promis, je vous enverrai l'invitation comme d'habitude. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.